À la conférence, seule la femme de ménage a compris le cheikh millionnaire parler en arabe. Et alors, le grand hall du Forum international des affaires à Paris était glacial malgré le soleil d'été qui brûlait la ville au dehors. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus des centaines de fauteuils en velours bordeaux, tandis que les effluves de parfums coûteux et de cire fraîche imprégnaient l'air. Des hommes en costume sur mesure et des femmes aux talons aiguilles feuilletaient distraitement leur programme, consultant leur téléphone avec impatience. L'atmosphère bourdonnait de conversations feutrées, ponctuées par le tintement occasionnel des verres que les serveurs en livrée blanche transportaient sur des plateaux d'argent. Au fond de la salle, près de la sortie de secours, se tenait Amina Ferreira, 28 ans, serpillière à la main, vêtue de son uniforme bleu marine de femme de ménage orné du logo doré du Palais des Congrès. Ses doigts étaient gercés par l'eau de Javel, et ses chaussures, imbibées par la pluie tombée plus tôt dans la journée, couinaient légèrement sur le marbre poli. Elle se déplaçait silencieusement, ignorée, invisible, jusqu'à ce qu'elle frôle par mégarde l'une des déléguées. « Faites attention où vous allez !» aboya une grande femme blonde aux talons vertigineux sans même daigner la regarder. « Ici, ce n'est pas les cuisines. » Les autres autour d'elle ricanèrent. Amina baissa les yeux, murmurant des excuses dans un français teinté d'un léger accent qui trahissait ses années de silence. Ses joues s'empourprèrent, mais elle ne répondit pas davantage. Monsieur Laurent, le responsable de l'entretien, lui avait bien expliqué le premier jour. « On ne nous paie pas pour parler, Amina. On nous paie pour être invisible. » Et depuis 3 ans qu'elle travaillait ici, Amina avait appris l'art de l'invisibilité. Elle connaissait les moments précis où entrer dans une pièce sans être remarquée. Comment ramasser un verre abandonné sans que personne ne s'en aperçoive. Comment effacer les traces de pas sur le sol sans interrompre le flux des conversations importantes. Sur l'estrade, on présentait un nouvel invité, le cher Karim Al-Nasser, milliardaire philanthrope d'Oman. Il s'avança, élégant dans son taube blanc et son bichte brodé d'or. La lumière des projecteurs se reflétait sur les fils dorés de son vêtement, créant un halo presque surnaturel autour de sa silhouette. Quand il commença à parler en arabe, le public se figea. L'oreillette du traducteur venait de tomber en panne. Les gens s'agitèrent dans leurs sièges, confus, leurs visages trahissant un mélange d'irritation et d'embarras. « Quel gâchis de temps !» marmonna un homme en costume gris à côté d'Amina. Il n'aurait pas pu vérifier l'équipement avant. Du fond de la salle, Amina cessa de passer la serpillière. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle comprenait chaque mot prononcé par le cher. Les souvenirs remontèrent comme une vague. La voix de sa mère lui lisant des poèmes en arabe sous les étoiles d'Alep. Les mains rugueuses de son père lui apprenant à tracer les caractères élégants sur du papier jauni. Les chants mélancoliques de sa grand-mère, Laïla, qui résonnaient dans leur petit appartement parisien les jours où le mal du pays était trop intense. Le cher parlait de ponts entre les cultures, de sacrifices silencieux, de travailleurs qui construisaient des empires tout en restant invisibles. Chaque mot résonnait en Amina comme si on les avait écrits spécialement pour elle. Nous vivons dans un monde où nous valorisons ce qui brille, mais ignorons ce qui soutient, disait-il. Nous admirons les tours sans honorer ceux qui les ont bâtis. Nous célébrons les réussites sans reconnaître les mains qui les ont rendues possibles. Dans la salle, les gens commençaient à s'agiter, consultant leurs montres, chuchotant entre eux. Une femme en tailleur rouge se pencha vers son voisin. On devrait peut-être faire une pause jusqu'à ce qu'il règle le problème technique. Mais Amina restait immobile, hypnotisée par les paroles du cher. Elle ne voyait plus la salle luxueuse ni les délégués impatients. Elle voyait les rues d'Alep, sa ville natale, avant la guerre. Elle sentait l'odeur du pain frais que son père rapportait chaque matin. Elle entendait les rires des enfants jouant dans la cour de leur immeuble. La dignité, poursuivait le cher, n'est pas un privilège à accorder. C'est un droit inaliénable de chaque être humain, qu'il porte un costume de soie ou un uniforme de service. Une larme silencieuse coula sur la joue d'Amina. Elle l'essuya rapidement du revers de la main.
Dans ce hall rempli de personnes puissantes et influentes, elle était la seule à vraiment comprendre le message du cheikh, la seule à saisir la profondeur de ses paroles. L'organisateur de l'événement, visiblement nerveux, s'approcha du cheikh et lui murmura quelque chose à l'oreille. Le cheikh hocha la tête, son visage demeurant impassible. Il conclut son discours par quelques phrases brèves, puis s'inclina poliment. Des applaudissements polis mais confus suivirent. Amina reprit sa serpillière, continuant mécaniquement son travail. Mais quelque chose avait changé en elle. Une étincelle s'était rallumée, celle qu'elle croyait éteinte depuis longtemps, depuis ce jour où elle avait dû abandonner ses études de langue pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Et tandis qu'elle nettoyait le sol, invisible aux yeux des puissants qui l'entouraient, elle sentit un regard sur elle. En relevant la tête, elle croisa les yeux du cheikh Karim. Il l'observait, immobile au milieu de la foule qui s'agitait autour de lui. Pour la première fois depuis des années, Amina ne baissa pas les yeux. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose dans son cœur s'éveilla. Amina était arrivée à Paris 13 ans plus tôt, à l'âge de 15 ans, avec sa grand-mère Laïla. Elles avaient fui Alep quand les bombes avaient recommencé à pleuvoir sur leur quartier comme une pluie mortelle. En une nuit, leur immeuble s'était transformé en un squelette de béton et de poussière. Dans la confusion de l'évacuation, les parents d'Amina avaient été séparés d'elle. « Retrouvez-nous à Paris », avait crié son père avant que la foule ne les emporte dans des directions opposées. C'était la dernière fois qu'Amina avait entendu sa voix. Le voyage avait été un cauchemar de routes chaotiques, de frontières tendues et de camps surpeuplés. Amina avait serré contre son cœur le seul souvenir tangible de sa vie d'avant, un pendentif en argent orné de calligraphie arabe que sa mère lui avait offert pour son 13e anniversaire. « Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens », lui avait-elle dit en attachant le bijou autour de son cou. Leur premier appartement parisien se trouvait dans le 19e arrondissement, un 2 pièces exigu au 6e étage, sans ascenseur d'un immeuble défraîchi. L'odeur de moisi imprégnait les murs et les tuyaux gémissaient comme des fantômes la nuit. Mais c'était un refuge, loin des explosions et des sirènes. Léla, déterminée à préserver leur dignité, avait commencé à fabriquer des savons artisanaux, selon une recette familiale, transmise de génération en génération. Le parfum entêtant de fleurs d'oranger et de jasmin transformait leur modeste logement en un petit coin d'Alep. Chaque matin, elle installait son stand au marché de Belleville, ses mains ridées arrangeant méticuleusement les savons colorés sur une nappe brodée. « C'est temporaire, Habibi », répétait Laïla quand Amina rentrait de l'école, les yeux rougis par les moqueries de ses camarades. « Bientôt, tes parents nous rejoindront et nous trouverons un meilleur endroit. » Mais les mois devinrent des années et les lettres envoyées à la Croix-Rouge restèrent sans réponse. Le temporaire devint permanent. Amina apprit le français en regardant des dessins animés à la télévision, puis en dévorant les livres que Madame Bouvier, leur voisine de palier, lui prêtait généreusement. « Tu as une oreille musicale », lui disait Madame Bouvier, une ancienne institutrice à la retraite qui corrigeait patiemment sa prononciation. « Les langues sont comme des clés qui ouvrent des portes. Plus tu en possèdes, plus tu peux explorer de pièces dans la grande maison du monde. » À l'école, Amina excellait en langue. Le français, bien sûr, qu'elle maîtrisait désormais presque sans accent. L'anglais, qu'elle avait commencé à apprendre à Alep. L'espagnol et l'italien, qu'elle absorbait avec une facilité déconcertante. Mais c'est l'arabe qui restait son refuge secret, la langue dans laquelle elle écrivait son journal intime, la langue dans laquelle elle rêvait. Chaque soir, Laïla insistait pour qu'elle parle arabe à la maison. « Notre langue est notre âme », disait-elle en préparant le thé à la menthe. « Si nous la perdons, nous perdons une partie de nous-mêmes. » Alors, elles récitaient ensemble des poèmes de Nizar Kabani et de Mahmoud Darwish, leurs voix se mêlant dans la pénombre de leur petit salon. Amina fermait les yeux, et pendant un instant, elle était de retour à Alep, sur la terrasse familiale, comptant les étoiles avec son père. À 18 ans, Amina avait obtenu une bourse pour étudier les langues et la traduction à l'université. Son rêve était de devenir interprète pour les Nations Unies.
d'utiliser son don pour les langues comme un pont entre les cultures. Elle imaginait traduire des discours importants, faciliter la communication entre des personnes qui, sans elle, ne pourraient pas se comprendre. Mais la vie avait d'autres plans. Pendant sa 2e année d'études, Layla tomba gravement malade. Un cancer insidieux s'était installé dans ses poumons, se propageant comme une ombre silencieuse. Les traitements coûteux n'étaient que partiellement couverts par l'assurance maladie. Amina n'eut pas d'autre choix que d'abandonner ses études pour travailler et subvenir à leurs besoins. D'abord, ce fut un emploi de serveuse dans un café près de la Bastille, puis un poste de réceptionniste de nuit dans un petit hôtel. Enfin, le travail de femme de ménage au Palais des Congrès, mieux payé que les précédents grâce aux horaires difficiles. « Ne sacrifie pas ton avenir pour moi », protestait faiblement Layla, allongée sur le canapé-lit qui occupait désormais en permanence le centre de leur salon. « Ce n'est que temporaire, Teta », répondait Amina, retournant les mots que sa grand-mère lui avait si souvent répétés. « Quand tu iras mieux, je reprendrai mes études. » Mais Layla ne se rétablit jamais. Un soir de novembre, alors que la pluie battait contre les fenêtres, elle prit les mains d'Amina dans les siennes. « Promets-moi 3 choses, Habibi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le crépitement des gouttes. « Promets-moi de ne jamais oublier notre langue, promets-moi de ne jamais cesser de travailler dur, et promets-moi de ne jamais perdre espoir qu'un jour ta voix sera entendue. » Amina avait promis, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le lendemain matin, Layla s'était éteinte paisiblement dans son sommeil, un léger sourire aux lèvres comme si, dans ses rêves, elle était enfin rentrée à Alep. Après les funérailles, Amina s'était retrouvée seule dans l'appartement, devenu soudain trop grand et trop silencieux. Elle avait rangé les affaires de sa grand-mère dans des cartons, ne gardant que quelques objets précieux, la vieille cafetière en cuivre, le tapis de prière usé et la photo jaunie où toute la famille souriait devant leur maison à Alep. Les années suivantes s'écoulèrent dans une routine monotone. Lever à l'aube, travail jusqu'au soir, retour dans l'appartement vide. Son seul réconfort venait de Madame Bouvier, qui lui laissait des petits plats devant sa porte et l'appelait « ma fille courageuse ». C'était elle qui avait encouragé Amina à postuler pour un poste plus stable au Palais des Congrès, où se tenaient régulièrement des conférences internationales. « Tu es faite pour plus que frotter des sols », disait souvent Madame Bouvier en sirotant son thé à la menthe, préparé à la manière de Layla. Amina souriait, mais ses yeux trahissaient une tristesse tranquille. Elle avait renoncé à ses rêves de traduction, les enfouissant profondément sous les couches de la nécessité quotidienne. Pourtant, elle continuait à lire dans toutes les langues qu'elle connaissait, à regarder des films en version originale, à écouter des podcasts en arabe, comme si une partie d'elle refusait d'abandonner complètement. Et au fond de son cœur, malgré les années de déception et de deuil, subsistait une petite flamme d'espoir. L'espoir que la vie lui réservait encore quelque chose, un moment, quelque part, où elle serait plus qu'une ombre, plus qu'une silhouette en uniforme qu'on croisait sans voir. Elle n'imaginait simplement pas que ce moment arriverait dans une salle remplie de millionnaires, un mardi ordinaire qui allait bouleverser le cours de son existence. Après le discours inachevé du Cheikh Karim, un malaise palpable flottait dans la salle. L'organisateur, M. Dufresne, s'avança nerveusement sur l'estrade, son front luisant sous les projecteurs. Il s'excusa pour le contretemps technique et annonça une pause café prolongée, le temps de résoudre le problème de traduction. Des rires gênés parcoururent l'assistance. Les délégués se levèrent dans un bruissement de tissu coûteux et le claquement des talons sur le marbre. « Quel gâchis !» entendit Amina alors qu'elle se dirigeait vers le local d'entretien. Faire venir un orateur de cette envergure et ne pas pouvoir comprendre un mot de ce qu'il dit. Tu parles d'une barrière linguistique, renchérit un autre homme en ajustant sa cravate de soie. À quoi bon si personne ne comprend? Ces commentaires désinvoltes résonnaient comme des gifles aux oreilles d'Amina. Le discours du cheikh n'était pas qu'une simple suite de mots incompréhensibles pour elle.
C'était un message puissant sur la dignité humaine, sur ces travailleurs invisibles qui font tourner le monde. Ces mêmes travailleurs que les délégués croisaient chaque jour sans les voir. Dans les coulisses, près des ascenseurs de service, Amina restait immobile, les mains crispées sur son chariot de nettoyage. Le cœur battant, elle luttait contre une tempête d'émotions contradictoires. D'un côté, la peur, celle qui l'accompagnait depuis son arrivée en France, celle de se faire remarquer, d'attirer l'attention, de sortir de l'ombre protectrice de l'anonymat. De l'autre, une indignation grandissante. Comment pouvait-on ignorer des paroles si importantes simplement parce qu'elles étaient prononcées dans une langue différente? Le souvenir de sa grand-mère lui revint, vif comme une brûlure. Ta voix est ton pouvoir, Habibi. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Laïla aurait voulu qu'elle parle, qu'elle se fasse entendre. Sa décision prise, Amina abandonna son chariot contre le mur et se dirigea d'un pas déterminé vers les loges des intervenants. Le couloir au mur beige était désert, à l'exception d'un agent de sécurité qui lui jeta à peine un regard. L'uniforme de femme de ménage était comme un laissez-passer pour l'invisibilité. Devant la porte marquée « Direction de l'événement », elle s'arrêta, le souffle court. Sa main tremblait légèrement quand elle frappa. 3 coups légers, presque timides. « Entrez !» lança une voix irritée. Madame Vaillant, la directrice de l'événement, était assise derrière un bureau temporaire débordant de dossiers. Grande, élégante dans son tailleur gris anthracite, elle tapait frénétiquement sur son téléphone. Sans lever les yeux, elle demanda « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Excusez-moi, madame », commença Amina, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Je peux traduire pour le cheikh Al-Nasser. Je parle arabe couramment. » Il y eut un moment de silence, puis madame Vaillant leva enfin les yeux. Son regard passa sur Amina, comme s'il s'agissait d'un meuble mal placé. « Vous ?» Son ton était incrédule, presque amusé. « Vous nettoyez les salles ?»« Oui, madame. » répondit Amina en redressant légèrement les épaules. « Mais je parle aussi 5 langues. J'ai étudié la traduction à l'université avant de... »« Écoutez !» l'interrompit madame Vaillant avec un soupir agacé. « Nous avons une équipe de traducteurs professionnels. Le problème est technique, pas humain. Retournez à votre travail, s'il vous plaît. Les toilettes du 2e étage ont besoin d'être nettoyées. » La honte brûla les joues d'Amina. Elle se sentit soudain minuscule, comme lorsqu'elle était arrivée en France sans parler un mot de français, et que les enfants de sa classe se moquaient de son accent. Comme si elle était de nouveau cette petite fille qui levait la main en classe pour répondre, mais que la maîtresse ignorait systématiquement. « Oui, madame », murmura-t-elle en reculant vers la porte. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. » Dans le couloir, Amina s'adossa au mur, les jambes tremblantes. Quelle idiote elle avait été! Comment avait-elle pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'on lui donnerait une chance? Qu'on verrait au-delà de son uniforme, de son statut, de son invisibilité soigneusement cultivée? Une larme menaçait de couler. Elle la retint fermement. « Pas de larmes pendant le travail », se répétait-elle. Un mantra hérité des longues journées à l'hôpital avec Laïla, quand elle devait rester forte malgré la douleur. Elle retourna vers son chariot d'un pas lent, traînant presque les pieds. Les délégués commençaient à revenir dans la salle principale, leur tasse de café à la main, l'air satisfait de ceux qui n'ont jamais connu le rejet. À l'angle du couloir, elle faillit percuter quelqu'un. « Pardon !» dit-elle automatiquement, les yeux baissés sur ses chaussures usées. « Limada lam takli shay'an » lui répondit une voix grave en arabe. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Amina releva brusquement la tête. Le cheikh Karim Al-Nasser se tenait devant elle, sans son entourage habituel. De près, il paraissait plus jeune que sur l'estrade, son visage aux traits fins animé par une curiosité bienveillante. Ses yeux noirs, profonds comme des puits d'encre, l'observaient avec une intensité troublante. « Ra'aytuki, kunt, tafamina » »« Je t'ai vu, tu comprenais ?» Le monde sembla s'arrêter autour d'Amina. Comment avait-il pu la remarquer, elle, parmi des centaines de personnes? Comment avait-il su qu'elle comprenait chacun de ces mots? « Naam, kuntu afam » répondit-elle en arabe, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui,
je comprenais. Un sourire illumina le visage du Cheikh. Pas un de ces sourires polis qu'il adressait aux délégués, mais un sourire sincère qui creusait de petites rides au coin de ses yeux. « Tu parles un arabe magnifique », dit-il, passant au français avec un léger accent. « D'où viens-tu ?»« D'Alep », répondit Amina, toujours sous le choc de cet échange improbable. « Mais je vis à Paris depuis 13 ans. »« Alep », répéta-t-il avec une douceur nostalgique. « La ville aux 1001 saveurs. Ma mère y achetait toujours du savon à l'huile de laurier quand nous y voyagions. » Cette simple évocation de sa ville natale dénoua quelque chose en Amina. Sans réfléchir, elle ajouta « Ma grand-mère fabriquait ses savons. C'est ainsi que nous avons survécu nos premières années ici. » Le cheikh l'observa un moment en silence, comme s'il évaluait quelque chose au-delà des apparences. « Pourquoi n'as-tu pas parlé quand mon discours n'était pas compris ?» demanda-t-il finalement. Amina hésita, serrant inconsciemment le manche de son balai. « J'ai essayé, » admit-elle. « Je viens de proposer mon aide à la directrice de l'événement, mais personne n'écoute une femme de ménage, » compléta-t-il. Elle acquiesça, surprise par sa perspicacité. « Exactement. Alors, il devrait apprendre à écouter, » dit-il avec une fermeté tranquille. Car souvent, la sagesse se trouve là où on l'attend le moins. Un serveur passa près d'eux, jetant un regard curieux à cette scène incongrue. Le prestigieux orateur conversant avec une femme de ménage comme si elle était son égale. Amina, soudain consciente de l'étrangeté de la situation, fit un pas en arrière. « Je devrais retourner au travail, » dit-elle, baissant de nouveau les yeux. « Si mon superviseur me voit, quel est ton nom ?» l'interrompit doucement le cheikh. « Amina, Amina Ferreira. »« Amina », répéta-t-il, comme s'il testait la sonorité du nom. En arabe, cela signifie « digne de confiance », n'est-ce pas? Elle hocha la tête, touchée qu'ils connaissent cette signification. « Eh bien, Amina Ferreira d'Alep, » dit-il avec une détermination soudaine, « j'aimerais que tu traduises mon prochain discours cet après-midi. » Elle crut avoir mal entendu. « Pardon ? Mon prochain discours, » répéta-t-il patiemment. « Je veux que ce soit toi qui le traduises. Pas une machine, pas un traducteur qui n'a jamais connu l'exil. Toi !» Le cœur d'Amina se mit à battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Mais je ne suis pas qualifié officiellement. Je n'ai pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle. Tu as quelque chose de bien plus précieux, » répondit-il en touchant légèrement son propre cœur. « Tu comprends non seulement mes mots, mais aussi leur âme. C'est rare, Amina, plus rare que tous les diplômes du monde. » À cet instant précis, la porte de la salle de conférence s'ouvrit à la volée et une voix autoritaire retentit dans le couloir. « Cheikh Al-Nasser, nous vous cherchions partout. » Madame Vaillant s'avançait vers eux, le visage crispé dans un sourire forcé. Son regard passa rapidement sur Amina, sans la reconnaître, puis revint au cheikh. « La pause est presque terminée et nous avons résolu le problème technique. Votre traducteur vous attend. » Le cheikh sourit poliment, mais ses yeux restèrent froids. « Parfait. J'ai justement trouvé ma traductrice. » Il posa une main légère sur l'épaule d'Amina. « Cette jeune femme traduira mon discours cet après-midi. » Le visage de Madame Vaillant se figea dans une expression de stupeur qui aurait été comique en d'autres circonstances. Ses yeux allèrent du cheikh à Amina, puis de nouveau au cheikh, comme si elle attendait la chute d'une plaisanterie de mauvais goût. « Pardonnez-moi, Votre Excellence, » dit-elle finalement avec un rire nerveux. « J'ai dû mal comprendre. Vous ne suggérez pas que cette employé d'entretien serve d'interprète officiel. » Le cheikh Karim, dont le visage était resté parfaitement serein, répondit d'une voix douce mais ferme « C'est exactement ce que je suggère, madame. Mademoiselle Ferreira parle un arabe impeccable et comprend parfaitement les nuances de mon discours. » Madame Vaillant semblait au bord de l'apoplexie. « Mais c'est impossible. Nous avons des protocoles, des normes de qualité à respecter. Cet événement accueille des PDG, des ministres, des êtres humains, » interrompit calmement le cheikh. « Des êtres humains qui, j'en suis certain, apprécieront l'authenticité plutôt que le protocole. » Il se tourna vers Amina, qui restait pétrifiée,
incapable de croire ce qui se passait. « À moins que tu ne préfères pas le faire », lui demanda-t-il avec douceur, passant au tutoiement en arabe comme pour créer un espace d'intimité au milieu de cette tempête administrative. Amina sentit un frisson parcourir son échine. Tout son être lui criait de se rétracter, de s'excuser, de retourner à l'invisibilité confortable qui l'avait protégée pendant tant d'années. Mais quelque chose de plus profond, peut-être la voix de Layla chuchotant à son oreille, la poussa à relever la tête. « Je voudrais essayer », dit-elle simplement. Les 20 minutes suivantes furent un tourbillon d'activité. Madame Vaillant, comprenant qu'elle ne pourrait pas dissuader son illustre invité, mobilisa son équipe pour préparer cette situation imprévue. On emmena Amina dans une petite loge où une styliste affolée tenta de trouver quoi faire de son uniforme de femme de ménage. « On n'a pas le temps pour un changement complet », marmonnait-elle en fouillant dans une penderie de secours. « Peut-être un blazer par-dessus ? Non, le bleu marine jure avec. »« Ah voilà !» Elle dénicha un tailleur noir, simple, qui avait été oublié par une intervenante lors d'une conférence précédente. Amina l'enfila dans un coin, les mains tremblantes, tandis qu'un technicien lui expliquait le fonctionnement du micro-cravate. « Tu parles après lui, d'accord ? Pas en même temps, et pas trop près du micro, ça crée des... » Le jeune homme parlait rapidement, nerveux, comme si le succès de toute la conférence reposait désormais sur les épaules de cet inconnu. Pendant ce temps, Monsieur Laurent, le responsable de l'entretien, était apparu à la porte, les yeux écarquillés. « Amina, qu'est-ce que tu fabriques? Les toilettes du deuxième ?»« Elle est réquisitionnée, » l'interrompit Madame Vaillant d'un ton sec. « Prenez quelqu'un d'autre pour les toilettes. » Dans le couloir menant à la scène, Amina essayait de calmer sa respiration. Elle n'avait jamais parlé en public. Elle n'avait jamais traduit professionnellement. Et voilà qu'elle allait faire les deux, devant l'élite économique mondiale. Le cheikh Karim apparut soudain à ses côtés, comme s'il avait senti son anxiété. « N'aie pas peur, » dit-il en arabe. « Les mots te connaissent déjà. Laisse-les simplement passer à travers toi. » Elle hocha la tête, incapable de répondre. Un nœud s'était formé dans sa gorge. « 3 minutes, » annonça un organisateur en passant près d'eux. « Est-ce que je peux te poser une question ?» demanda Amina, trouvant enfin sa voix. « Pourquoi moi? Pourquoi prendre ce risque ?» Le cheikh sourit. « Parce que certaines voix méritent d'être entendues. Parce que ton histoire est aussi importante que mon discours. Et parce que parfois, le message n'est pas seulement dans les mots, mais dans qui les prononce. » Avant qu'elle puisse réfléchir à cette réponse, les portes s'ouvrirent et ils furent invités à entrer sur scène. La lumière des projecteurs était aveuglante. La salle, qui paraissait déjà immense vue du fond, semblait maintenant infinie. Des centaines de visages regardaient dans leur direction, certains curieux, d'autres sceptiques, la plupart simplement impatients que la conférence reprenne. Madame Vaillant fit une brève introduction, expliquant avec un sourire crispé cette solution innovante face aux difficultés techniques. Des murmures parcoururent l'assemblée quand elle présenta Mademoiselle Amina Ferreira, qui assurera la traduction du discours de son Excellence. Amina sentit son cœur battre si fort qu'elle était certaine que le micro le captait. Ses mains étaient moites et ses jambes semblaient faites de coton. Elle jeta un regard désespéré vers la sortie, envisageant une seconde de s'enfuir. Puis son regard croisa celui de cheikh Karim. Il lui adressa un imperceptible hochement de tête comme pour dire « Tu peux le faire ». Et alors, il commença à parler. Sa voix chaude emplit la salle, les mots arabes coulant comme une rivière tranquille. Il parlait de ponts entre les mondes, de ces personnes invisibles qui soutiennent les sociétés modernes, de dignité inhérente à chaque être humain indépendamment de son statut social. Amina ferma les yeux un instant, laissant les mots l'imprégner. Puis, quand il fit une pause, elle ouvrit les yeux et commença à traduire. Sa voix était hésitante au début, à peine audible. Quelqu'un dans le public tout sauta. Un autre soupira ostensiblement. Mais elle continua, phrase après phrase, trouvant son rythme. À mesure qu'elle parlait, quelque chose d'étrange se produisit. Sa voix prit de l'assurance. Son corps se redressa. Les mots ne sortaient plus seulement de sa bouche, mais de son cœur.
Elle ne traduisait pas simplement, elle ressentait chaque syllabe, chaque nuance. Elle devenait le pont dont parlait le cheikh. La dignité n'est pas un vêtement qu'on enfile pour les occasions spéciales, traduisait-elle, sa voix désormais claire et ferme. C'est la peau même de notre humanité. Et pourtant, combien d'entre nous traversent chaque jour les couloirs de vos entreprises, les halls de vos hôtels, les rues de vos villes, dépouillés de cette dignité par votre indifférence? Elle sentit un frisson parcourir l'assistance. Les regards avaient changé. Les gens ne fixaient plus leur téléphone ou leur montre. Ils l'écoutaient, elle, Amina Ferreira, la femme invisible qui nettoyait leur tasse à café et leur salle de bain. Le discours dura 20 minutes qui semblèrent à la fois une éternité et un instant. Quand le cheikh prononça ces derniers mots, Amina les traduisit avec une émotion palpable, sa voix vibrant légèrement. Le véritable pouvoir n'est pas d'élever des tours d'acier et de verre. Le véritable pouvoir est d'élever la dignité humaine. Un silence absolu suivit. Puis, quelque part au fond de la salle, quelqu'un commença à applaudir. D'autres se joignirent, hésitant d'abord, puis avec enthousiasme. Bientôt, toute la salle était debout, applaudissant non seulement le message, mais aussi la messagère. Amina restait immobile, stupéfaite par cette réaction. Le cheikh s'approcha d'elle et prit doucement sa main, la levant en l'air comme celle d'une championne. « Tu vois, » murmura-t-il en arabe, « parfois, le monde est prêt à écouter. Il suffit d'avoir le courage de parler. » Pour la première fois depuis des années, Amina sentit des larmes de joie couler sur ses joues, des larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. Car ce jour-là, dans cette salle remplie de puissants, elle n'était plus invisible. Le lendemain matin, Amina se réveilla dans son petit appartement du 19e arrondissement avec la sensation étrange d'avoir rêvé. Le soleil filtrait à travers les rideaux usés, projetant des ombres dansantes sur le mur écaillé. Tout semblait normal, la cafetière ébréchée sur la cuisinière, le vieux canapé affaissé, la photo de Laïla sur l'étagère. Pourtant, quelque chose avait irrémédiablement changé. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de Madame Bouvier. « Regarde le Parisien, ma chérie, page 3. » Intriguée, Amina enfila rapidement un jean et descendit 4 à 4 les escaliers jusqu'au kiosque du coin. Monsieur Favreau, le buraliste, leva les yeux de sa caisse quand la clochette de la porte tinta. « Ah, la voilà !» s'exclama-t-il avec un large sourire. « Notre célébrité locale !» Il tendit un exemplaire du journal vers elle. « C'est la maison qui offre aujourd'hui. » Amina prit le journal d'une main tremblante. En page 3, un article titrait « La traductrice inattendue ». Quand une femme de ménage syrienne vole la vedette au Forum international des affaires. Une photo d'elle aux côtés du cheikh Karim illustrait l'article. Elle avait l'air à la fois terrifiée et radieuse, le micro à la main dans ce tailleur noir trop grand pour elle. « C'est fou, non ?» commenta M. Favreau. « Ma femme a dit que c'était comme un conte de fées moderne. » Amina ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait jamais cherché la célébrité. Elle avait simplement saisi l'occasion de faire ce pourquoi elle était douée, traduire, être un pont entre les mondes. De retour dans son appartement, elle découvrit que son téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Des messages de collègues du Palais des Congrès, un appel manqué de Monsieur Laurent et même une notification d'une chaîne d'information qui souhaitait l'interviewer. Mais ce qui la toucha le plus fut un message vocal de Madame Bouvier. « Je l'ai toujours su, ma fille courageuse. » Leila serait tellement fière. À cette pensée, Amina serra le pendentif en argent contre son cœur, imaginant le sourire de sa grand-mère. Son téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Mademoiselle Ferreira ?» Une voix féminine, professionnelle. « Ici Juliette Moreau, assistante personnelle du cheikh Al-Nasser. Son Excellence aimerait vous rencontrer ce midi au Royal Monceau. Une voiture vous attendra en bas de chez vous à 11h30. Est-ce que cela vous convient ?» Amina jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir ébréché de l'entrée. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, ses yeux encore gonflés de sommeil, sa chemise de nuit défraîchie, visible sous son gilet. « Oui,
répondit-elle simplement. J'y serai. La suite sembla se dérouler comme dans un film dont elle était à la fois spectatrice et protagoniste. La voiture noire aux vitres teintées qui l'attendait en bas de son immeuble, attirant les regards curieux des voisins, le trajet silencieux à travers Paris, passant devant des monuments qu'elle avait côtoyés pendant des années sans jamais avoir le temps de les visiter. L'arrivée au palace où des portiers en livrée s'inclinaient sur son passage, la conduisant vers un salon privé où le Cher l'attendait. Il se leva quand elle entra, aussi simple dans son élégance que la veille. Mais cette fois, d'autres personnes étaient présentes. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, coupés courts. Un homme à lunettes qui tapait frénétiquement sur un ordinateur portable et une jeune femme au tailleur impeccable qui devait être Juliette Moreau. Amina, l'accueillit chaleureusement le Cher. Je te présente professeur Claudine Durand de l'UNESCO, monsieur François Lefebvre de la Fondation pour le dialogue des cultures, et tu as déjà parlé à Juliette au téléphone. Intimidée, Amina serra les mains tendues, consciente de sa tenue simple. Une robe bleue bon marché et des ballerines usées, le seul ensemble présentable qu'elle possédait en dehors de son uniforme de travail. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit le Cher en français, passant au vouvoiement en présence des autres. « Nous avons une proposition à vous faire. » Pendant l'heure qui suivit, Amina écouta, incrédule, le projet qu'il lui exposait. Le Cher Karim, inspiré par leur rencontre et la réaction du public la veille, avait décidé de créer une fondation culturelle à Paris. Son objectif, préserver les langues et cultures des réfugiés, créer des ponts entre les communautés et offrir des formations linguistiques aux nouveaux arrivants. Et nous aimerions que vous en soyez la première ambassadrice, conclut le professeur Durand, avec un sourire bienveillant. Amina cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Moi, mais je n'ai aucune expérience en quoi que ce soit de tout cela. Vous avez l'expérience la plus précieuse qui soit, répondit doucement le Cher. Celle de la vie. Vous avez traversé des frontières, préservé votre langue maternelle tout en apprenant celle de votre pays d'accueil. Vous incarnez exactement ce que cette fondation représentera. Mais mon travail au Palais des Congrès sera toujours là si vous souhaitez y retourner, assura Juliette. Mais nous vous offrons un poste à temps plein, avec un salaire qui reflètera vos compétences linguistiques. La tête d'Amina tournait. En l'espace de 24 heures, sa vie avait basculé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « J'ai besoin de réfléchir », murmura-t-elle. « Bien sûr », acquiesça le Cher. « Prenez le temps qu'il vous faut. » En sortant du palace, Amina fut surprise de voir un petit attroupement de journalistes qui l'attendaient. Des flashs crépitèrent, des questions fusèrent. « Mademoiselle Ferreira, comment vous sentez-vous après votre performance d'hier? Est-il vrai que vous étiez femme de ménage au Palais des Congrès? Allez-vous continuer à travailler comme interprète ?» Juliette s'interposa, escortant Amina jusqu'à la voiture qui l'attendait. « Je suis désolée pour cela, » dit-elle une fois à l'intérieur. « Votre histoire a touché beaucoup de gens. C'est devenu viral, comme on dit. » Amina regarda par la fenêtre les rues de Paris défiler. Les mêmes rues qu'elle avait parcourues pendant des années, invisibles. Et maintenant, soudain, le monde entier semblait vouloir la voir. Le lendemain, elle retourna au Palais des Congrès, non pas pour nettoyer, mais pour récupérer ses affaires personnelles dans son casier. Ses collègues du service d'entretien l'accueillirent avec une mixture d'admiration et de curiosité mal dissimulée. « Tu nous as fait honneur », dit Sofia, une femme de ménage portugaise avec qui elle partageait parfois son déjeuner. « Tu as montré qu'on n'est pas juste des serpillières sur pattes. » Dans le hall principal, Amina croisa la déléguée blonde qui l'avait rabrouée 2 jours plus tôt. La femme s'arrêta, visiblement mal à l'aise. « Je voulais m'excuser, » dit-elle maladroitement. « Je ne savais pas que vous étiez si talentueuse. » Amina sourit, mais ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Une semaine plus tard, elle se tenait aux côtés du Cher Karim lors d'une conférence de presse annonçant officiellement la création de la Fondation Al-Nasser pour le dialogue des cultures. Vêtue d'un tailleur bleu marine acheté pour l'occasion, elle traduisit ses paroles avec la même passion que la première fois.
La dignité, dit-elle en français, transmettant les mots du Cher, n'est pas quelque chose que l'on porte, c'est quelque chose que l'on vit. Il annonça ensuite la nomination d'Amina comme première ambassadrice de la Fondation, déclenchant une nouvelle vague d'applaudissements. Des larmes perlèrent au coin des yeux d'Amina, des exclamations s'élevèrent de la foule. Elle n'avait pas demandé cette reconnaissance. Elle avait simplement répondu à un appel intérieur, un appel à parler, à être vue, et maintenant, le monde écoutait, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que la vérité, quand elle est prononcée avec dignité, commande d'abord le silence, puis les applaudissements. 3 mois plus tard, Amina traversait le même hall du Palais des Congrès où elle avait autrefois passé la serpillière. Cette fois, elle portait un tailleur pantalon couleur prune et une paire de bottines confortables, un compromis entre l'élégance professionnelle qu'exigeait son nouveau poste et le confort auquel elle refusait de renoncer. Ses cheveux noirs étaient découpés en un carré structuré qui encadrait son visage, désormais plus souvent souriant qu'anxieux. Le gardien, qui l'avait ignoré pendant des années, la salua respectueusement. « Bonjour, mademoiselle Ferreira. Bonjour, monsieur Dupont, » répondit-elle avec chaleur. « Comment va votre petit-fils » L'homme parut surpris qu'elle se souvienne de ce détail qu'il avait dû mentionner une seule fois. Des mois auparavant, lors d'une conversation avec un collègue, qu'Amina avait entendu en nettoyant discrètement le hall d'entrée. « Il va très bien. Il commence la maternelle le mois prochain. C'est merveilleux. Envoyez-lui mes félicitations. » Elle avançait désormais dans ce monde avec une aisance qui la surprenait elle-même. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon d'activités. Rencontres avec des responsables d'ONG, interviews pour des magazines, sessions de formation en communication, voyages éclairs à Bruxelles et à Genève pour des conférences sur l'intégration des réfugiés. Sa vie avait changé de façon spectaculaire, mais Amina veillait à ne pas se laisser transformer intérieurement. Elle habitait toujours son petit appartement du 19e, bien qu'elle ait enfin pu le repeindre et remplacer le canapé défoncé par un modèle plus confortable. Elle prenait toujours le métro plutôt que les taxis ou les voitures avec chauffeur que la Fondation lui proposait régulièrement. Et chaque dimanche, elle déjeunait avec Madame Bouvier, lui apportant des pâtisseries de la boulangerie du coin et écoutant ses histoires du quartier. Ce jour-là, Amina avait rendez-vous au café du Palais des Congrès. Non pas pour y travailler, mais pour y rencontrer Sofia, son ancienne collègue du service d'entretien, et quelques autres membres du personnel avec qui elle avait sympathisé au fil des années. Sofia l'attendait déjà, nerveuse dans sa robe du dimanche, tripotant sa tasse de café. À ses côtés se trouvaient Ahmed, un agent de sécurité algérien, et Mamadou, un technicien de surface sénégalais. Ils se levèrent maladroitement à son approche. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Amina avec un sourire, gênée par cette déférence nouvelle. « Je suis toujours la même, vous savez, mais le monde te voit différemment maintenant, » répondit Sofia avec un mélange d'admiration et de légère amertume. « Tu as réussi à sortir de l'ombre. » Amina secoua la tête. C'était de la chance, d'être au bon endroit au bon moment. « Non, » intervint Ahmed, « c'était du courage. Tu as parlé quand personne ne s'y attendait. » Ils discutèrent pendant 1 heure, Amina écoutant attentivement leurs récits sur les conditions de travail, les petites humiliations quotidiennes, mais aussi les moments de solidarité et les rêves qu'ils nourrissaient pour leurs enfants. À la fin de leur rencontre, elle sortit un petit carnet de son sac. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-elle. La Fondation lance un nouveau programme de formation linguistique pour les travailleurs immigrés, des cours du soir, adaptés aux horaires des emplois de service, avec certification officielle à la clé. Elle poussa le dépliant vers eux. Et nous recherchons des personnes qui pourraient nous aider à le concevoir, à le rendre vraiment utile pour ceux qui en ont besoin. Les yeux de Sofia s'illuminèrent. « Tu veux dire travailler avec toi? Pas pour moi, » corrigea doucement Amina. « Avec moi, votre expérience est aussi précieuse que n'importe quel diplôme. » En sortant du café, Amina ressentit une satisfaction profonde. La roue tournait. Elle avait maintenant le pouvoir d'ouvrir des portes qui lui avaient été fermées.
Son téléphone vibra. Un message du cher Karim qui se trouvait à Dubaï pour quelques semaines. Comment s'est passée la rencontre? Elle sourit. Malgré son emploi du temps surchargé et les milliers de kilomètres qui les séparaient, il suivait de près chaque initiative de la Fondation. Entre eux, s'était développée une amitié singulière, basée sur un respect mutuel et une vision partagée du monde. Très bien, ils sont intéressés. Le projet prend forme, répondit-elle. 3 points apparurent immédiatement, suivis de sa réponse. Excellent. N'oublie pas ton rendez-vous de 16 heures à l'UNESCO. Amina consulta sa montre, un cadeau sobre mais élégant qu'il lui avait offert pour marquer ses 3 mois à la Fondation. Elle avait encore le temps de faire un détour. 20 minutes plus tard, elle poussait la porte du petit cimetière de Belleville. Le lieu était paisible en ce début d'automne, les arbres commençant à se parer de rouge et d'or. Elle suivit l'allée centrale, puis bifurqua vers la droite, jusqu'à une tombe simple ornée d'une plaque en marbre blanc. Laila Ferreira, 1945-2022. Bien-aimée grand-mère et gardienne de notre héritage. Amina s'agenouilla, déposa un petit bouquet de jasmin, la fleur préférée de Laila, et passa doucement sa main sur l'inscription en arabe qu'elle avait fait graver sous le nom. La dignité n'est pas ce que le monde nous donne, mais ce que notre âme préserve. Tu avais raison, Teta, murmura-t-elle. Ma voix a fini par être entendue. Une brise légère agita les feuilles des arbres, comme un murmure approbateur. En quittant le cimetière, Amina sentit son pendentif contre sa peau, ce lien tangible avec son passé, avec Alep, avec ses parents dont elle n'avait jamais retrouvé la trace, malgré les recherches intensives lancées par la Fondation. Son chauffeur, car elle avait accepté la voiture pour certains déplacements officiels, l'attendait discrètement. « À l'UNESCO, mademoiselle ?»« Oui, s'il vous plaît, monsieur Rivière. » Dans la voiture, elle parcourut ses notes pour la réunion. La Fondation allait lancer un ambitieux programme de préservation des dialectes en voie de disparition, en commençant par certains dialectes araméens encore parlés dans quelques villages syriens. Son téléphone sonna. C'était Juliette, désormais devenue une amie autant qu'une collègue. « Amina, il y a une jeune fille syrienne qui vient d'arriver au bureau. Elle dit qu'elle a vu ton interview sur TV5 Monde et qu'elle a fait tout le chemin depuis le centre d'accueil de Calais pour te rencontrer. Elle n'a que 16 ans. » Amina ferma les yeux un instant, submergée par l'émotion. Elle se revoyait, arrivant à Paris avec Laila, perdue et terrifiée, s'accrochant désespérément à son identité dans un monde qui semblait déterminé à l'effacer. « Dis-lui que je serai là dans 1 heure, » répondit-elle. « Et Juliette, demande-lui si elle a mangé. Commande-lui quelque chose si ce n'est pas le cas. » En raccrochant, elle regarda par la fenêtre le Paris automnal qui défilait. Les mêmes rues qu'elle avait parcourues pendant des années, invisibles parmi les visibles. Maintenant, elle était un pont, exactement comme le cheikh l'avait prédit ce jour fatidique. Avant d'entrer dans le bâtiment imposant de l'UNESCO, Amina marqua une pause. Elle sortit de son sac un petit objet qu'elle gardait toujours avec elle. Le badge d'employé du service d'entretien du Palais des Congrès, avec sa photo aux yeux baissés et aux épaules voûtées. Elle le contempla un moment, puis le remit soigneusement dans son sac. Non pas comme un rappel humiliant, mais comme un talisman. Un rappel que la dignité n'était pas dans le titre qu'on portait, mais dans la façon dont on portait son humanité. « Nous sommes tous à un mot près d'être vus », murmura-t-elle en poussant les portes tournantes. Et tandis qu'elle avançait vers sa nouvelle vie, son pendentif reposant doucement sur sa poitrine, elle se répétait silencieusement « Le monde a vu un cheikh, mais seule la femme de ménage a compris son cœur. »